François Contrôle, il est directeur d'unité à l'INSERM et qui dirige un service de biochimie à l'hôpital Necker. Voilà, il m'a dit de ne pas en rajouter, je n'en rajoute pas. Et donc son sujet, son propos concerne l'environnement et la santé. Merci beaucoup. Donc, bon, je vais vous parler effectivement d'environnement et de santé. C'est un domaine où il y a pas mal de controverses et beaucoup d'incertitudes. Bon, je vais peut-être commencer par vous parler de ma parenthèse détox, c'est-à-dire c'est mon moment médiatique de l'année. C'est en général après les grandes fêtes. Les gens ont mangé bien et lourdement, et puis les grands journaux publient des méthodes, des techniques pour se détoxiquer ou se détoxifier si on veut. Là, en fait, le message est très intéressant parce que c'est pas maigrir, c'est vraiment se détoxifier, c'est se débarrasser de tous les toxiques qu'on a pu ingurgiter pendant cette période de fête où on s'est livré à des agapes sans trop y réfléchir. Alors il y a plusieurs choses, et là j'ai plusieurs coups de fil de journalistes qui me disent qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle méthode. Alors là, une des premières méthodes que vous voyez en haut à gauche, oui, donc c'est vous mettez vos pieds dans un bain d'eau avec un petit courant, et puis là ça permet de détoxiquer. En plus, c'est très bien fait parce que la couleur est marronasse. Hein. Je voudrais éteindre parce que... Si vous voyez, moi je vois bien sur mon écran. Mais là, non, mais c'est pas grave. Là, vous voyez bien quand même que... Oui, là, vous voyez pas très bien, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a une petite couleur marron qui se dégage et donc, en gros, vous êtes détoxiqué. Et j'essaie d'expliquer à tout le monde que les pieds, c'est pas l'organe de détoxication de l'organisme. C'est pas par les pieds que ça se passe. Deuxièmement, on va vous donner des espèces de sparadraps et vous allez les coller sur les pieds et vous allez les enlever au bout d'une demi-heure et vous allez voir que c'est tout marron. Et ça, vous les achetez, hein, les gens qui achètent tout ça. Et en gros, tous les composés qui ne sont pas bons pour votre organisme sont là-dedans. Alors, le journaliste qui m'a... Moi, je ne savais pas, hein, mais le journaliste qui m'a appelé m'a dit « Mais finalement, j'ai fait l'expérience, j'ai pris ces espèces de sparadrap, j'ai rajouté une goutte d'eau, c'est devenu tout marron. » Donc, en fait, simplement en s'hydratant, voilà, ça devient d'une belle couleur qui vous donne l'impression de vous être débarrassé. Mais à nouveau, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez aussi prendre toute une série de petits comprimés qui vous permettent, souvent naturels, d'ailleurs on revient naturels, et donc qui vous permettent aussi de vous débarrasser d'un certain nombre de choses. Là, c'est plus... Bon, il n'est pas exclu, il y a certains produits qui peuvent éventuellement aider à accélérer la détoxication naturelle de l'organisme, mais là, il faut se méfier, parce que quand c'est efficace, il faut se méfier, parce que ça ne vous débarrasse pas uniquement de ce qui n'est pas bon, ça vous débarrasse de médicaments, ça vous débarrasse d'un certain nombre d'hormones, etc. Donc, à nouveau, se méfier. Il y a un organe qui détoxifie l'organisme de manière naturelle, c'est sa fonction, c'est le foie. Et donc ça reste vrai, heureusement. Donc c'est mon moment médiatique, donc je vais maintenant passer à des choses un peu plus qui concernent l'environnement, avec une petite introduction, puisque c'est environnement et santé. Premièrement, rappelez-vous, l'environnement, ce n'est pas uniquement ce qui est mauvais. Parce que, quand on parle d'environnement santé, en général, c'est la pollution. Donc ce qui est mauvais, c'est ce qui est en haut. Bhopal, le Pékin en 2013, bon, 2 jours, etc. Mais ce qui est en bas, c'est plutôt bon. Et l'environnement, c'est les espaces verts, les espaces d'eau, par exemple, les étendues d'eau dans une ville. Et là, il y a des études épidémiologiques qui disent que c'est bon pour la santé mentale, pour même les maladies cardiovasculaires. Donc, ne retenons pas uniquement la définition négative de l'environnement. Ça veut dire qu'en agissant, qu'en prenant des mesures politiques, souvent à l'échelle des municipalités d'ailleurs, on peut faire quelque chose de plutôt positif pour la santé des populations. Et d'ailleurs, la définition de la santé a beaucoup évolué. On est passé d'une santé, finalement, c'est le silence des organes, donc l'absence de problèmes. Hein, on est en bonne santé parce que si on n'a pas de problème, et ça reste quand même l'essentiel de notre boulot quotidien, petit à petit vers une santé plus de bien-être et de santé publique, donc de la prévention, et enfin, plus récemment, avec des concepts de santé dits One Health ou Global Health, ou Planetary Health, où il y a une intrication importante entre la santé des écosystèmes, donc de notre environnement, et notre propre santé, parce qu'il y a ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est le fait qu'on puisse, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'alimentation, la biodiversité, tout ça, et leur impact sur la santé humaine est quelque chose qui maintenant est de plus en plus reconnu et qui fait qu'on s'intéresse, quand on s'intéresse à la santé, il faut aussi savoir s'intéresser à son environnement. Et donc dans ce domaine-là du champ environnement-santé, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs choses que les gens étudient, et il y a des controverses sur pratiquement tout, mais on peut étudier les facteurs environnementaux, tel ou tel pesticide,
l'effet du bruit, l'effet des ondes, on en a parlé tout à l'heure. On peut d'ailleurs se poser la question si on les étudie assez. Enfin, une des questions qu'on peut se poser, par exemple, c'est est-ce qu'on veut lancer les 5G, c'est très bien, hein, mais est-ce qu'on a fait des études suffisantes avant pour savoir quel est l'impact sanitaire? Là, je pense c'est un peu plus douteux. On peut avoir une vision par secteur, c'est-à-dire au milieu professionnel, et c'est là qu'en fait qu'on trouve le plus de choses dans le domaine de l'environnement santé. C'est là qu'on apprend le plus de choses, parce que là, les expositions sont relativement importantes et sévères. Par exemple, les agriculteurs, c'est un bel exemple. Les villes, l'étude de l'urbanisme, l'effet de l'urbanisation, la ruralité. Et puis il y a les changements globaux, le changement climatique étant un exemple important, mais on parle beaucoup de biodiversité et santé. C'est quelque chose de plus difficile pour le moment à étayer, mais qui est réel, et c'est un sujet important d'étude. Toutes les transformations écologiques, enfin, juste le concept d'exposome, un concept assez global qui essaie d'intégrer l'ensemble des expositions, qu'elles soient chimiques, physiques ou même psychologiques, et leur impact vie entière sur notre santé. Alors, est-ce qu'il faut s'intéresser à l'environnement? Ça, c'est quelque chose qui vient de l'OMS, hein, donc c'est pas c'est estampillé dans cette OMS. Quelle est en termes de mortalité globale, je parle mortalité globale, monde entier, quel est le déterminant qui est le plus important? En fait, c'est la pollution. Devant le tabac, devant la tuberculose, paludisme et sida réunis, etc., etc. Donc la pollution, et surtout d'ailleurs la pollution de l'air. C'est quand même... Pourquoi la pollution de l'air? Souvent, c'est parce qu'on sait mieux l'évaluer. Et souvent, les choses, d'ailleurs, on vous dit ça, c'est un facteur très important, un déterminant important de la santé, c'est parce qu'on sait bien l'évaluer. Allez savoir si le bisphénol A a un rôle, on y reviendra tout à l'heure, sur une personne 30 ans après avoir été exposée, c'est extrêmement difficile et il y a des incertitudes comme ça. Allez savoir si la pollution de l'air qu'on sait suivre, avec des effets souvent très rapides, il suffit que il y ait un peu trop de particules, un peu trop d'ozone, pour qu'on voit tout de suite dans les urgences des crises d'asthme, des problèmes cardiovasculaires. Donc ça, c'est quelque chose presque d'immédiat. On sait mieux suivre ça. Donc on a beaucoup plus d'arguments sur la pollution atmosphérique par rapport aux autres sources de pollution. La guerre intervient. Pardon? La guerre est très... La guerre, là, elle n'intervient pas beaucoup, mais il faudrait peut-être faire... Enfin, j'espère que c'est quelque chose... Enfin, bon, on peut espérer, là, sans commentaire. Il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles, à un moment ou à un autre, on a établi un lien avec un phénomène environnemental. Et là, je ne veux pas du tout que vous mépreniez sur cette diapositive. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces pathologies ne sont dues qu'à l'environnement. Évidemment pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment ou à un autre, la pollution a été incriminée pour une part difficile à déterminer dans ces pathologies, que ce soit des cancers, des problèmes de fertilité, des maladies neurologiques, que ce soit le développement neurologique de l'enfant, le développement neuromoteur de l'enfant, neurocognitif de l'enfant, ou les maladies neurodégénératives, l'obésité, etc., les maladies cardiovasculaires et respiratoires, bien entendu. Donc, ça touche beaucoup de maladies. C'est une part difficile à estimer selon les maladies, mais en tout cas, c'est comme ça, une partie des maladies chroniques. Et on va voir pourquoi c'est parfois assez difficile d'établir ces relations-là. De quoi on dispose en termes de preuves pour pouvoir établir ces diagnostics, d'études en population, donc des études épidémiologiques. Ça peut être des cohortes, et ce sont des très bonnes études, les cohortes en général, parce qu'on suit les gens. C'est-à-dire on les prend par exemple à la naissance, et on suit des années, des dizaines d'années. Il y a des pays, comme les pays nordiques, qui ont des cohortes anciennes, qui enregistrent tout, et donc c'est extrêmement utile. Les études transversales sont utiles, un peu moins souvent. Les études cliniques, bien entendu, et puis des études toxicologiques, que je mettrai en deux parties. Il y a les tests qu'on fait, les tests réglementaires. On traite un animal par un produit, et on voit ce qui se passe au bout de quelques semaines ou quelques années quand on veut vraiment faire des études sur la vie entière. Et puis d'autres systèmes, heureusement, que les animaux. Et puis il y a les études mécanistiques où on connaît le mécanisme d'action. Et donc c'est des études qui sont importantes. De plus en plus, on utilise des études computationnelles et puis surtout la combinaison de cet ensemble. Pour vous donner... Juste ça vient de moi, donc ça n'a pas de valeur, c'est pas un comité qui s'est réuni, mais simplement pour vous illustrer ça, pour le tabac, que ce soit l'épidémiologie, le mécanisme d'action ou la toxicologie, ça va dans le même sens, il n'y a pas de problème. Pour l'amiante, déjà, c'est beaucoup l'épidémiologie. Sur le plan mécanistique, c'est pas très clair comment les fibres font ce qu'elles font. On a des hypothèses, ça va, mais c'est pas aussi net. Pour des choses comme la dioxine ou le bisphénol A, les études épidémiologiques existent. Pas toujours, il y a de la controverse souvent sur ces questions-là. Par contre, les études mécanistiques sont beaucoup plus, elles fortes, et donc on tient compte
en fait, on pèse le poids des preuves dans tous ces chapitres-là et on essaie à partir de là de donner une opinion. Il y a des fongicides, des pesticides récemment qu'on appelle les SDHI, on en parle pas mal, pour lesquels il n'y a pas d'études épidémiologiques qui montrent quoi que ce soit pour le moment. Il y a des études toxicologiques un peu discutables, et puis surtout, par contre, on connaît bien le mécanisme d'action et il est préoccupant, donc on peut imaginer qu'il faille s'y intéresser. Je vais juste un petit mot sur quelques grandes voies de toxicité. Xénobiotique, ça veut dire une substance étrangère à notre organisme, bon, un polluant par exemple. Je dirais un mot tout à l'heure sur les phénomènes adaptatifs, parce que je pense que c'est important et les messages sont importants. Mais en gros, historiquement, on a beaucoup travaillé, notamment dans le domaine du cancer, sur les choses, les effets génotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour notre ADN, pour nos gènes, et donc qui peuvent entraîner des mutations, et donc sans doute des cancers. Donc c'est ce qui est en bas à droite, c'est assez violent, hein. C'est en gros des substances chimiques qui viennent se coller de manière covalente, donc de manière stable à l'ADN, et entraîner une augmentation, en tout cas, du risque de mutation. Ça, on sait faire, il y a plein de tests, on sait faire et depuis longtemps. Ce qui est venu plus récemment, c'est une toxicité plus sournoise, plus douce, plus un peu indéfinissable parfois, et qu'on appelle, moi j'appelle la perturbation de l'homéostasie. On en a parlé de ce matin de l'homéostasie, mais là c'est l'homéostasie au sens physiologique, Claude Bernard général, et ça touche différents domaines endocrinologiques, donc les hormones, et puis éventuellement métaboliques, immunitaires, neurologiques. Mais ce qui est beaucoup travaillé, c'est la perturbation endocrinologique, donc les perturbateurs endocriniens, puisqu'ils touchent les hormones. Et au fond, c'est quoi les hormones? C'est dans le schéma qui est un peu en bas. Les hormones, c'est un système de communication. Donc c'est ce qui communique entre un organe, entre le pancréas et le cerveau, le foie, le pancréas, etc., l'intestin et le reste. Donc c'est de la communication. Et donc la perturbation endocrinienne, au fond, c'est comme des cyberattaques qui arrivent les unes après les autres et qui perturbent la communication d'un organisme et qui peuvent entraîner des choses, souvent pas immédiatement, sur du très long terme. Et c'est entre autres ce qui fait que c'est quelque chose qui est difficile à évaluer, et je vais y revenir. Juste un premier mot sur ce qu'on appelle les phénomènes adaptatifs, parce que souvent vous allez entendre quelque chose, les gens dire, ça c'est pas de la toxicité, c'est un phénomène adaptatif, on s'adapte à la présence de polluants autour de nous, on est capable de s'adapter et c'est pas un problème, parce qu'on s'adapte. Eh bien, c'est tout à fait vrai, on est capable de s'adapter et on a heureusement un système physiologique qu'on appelle le métabolisme des xénobiotiques, voilà, mais qui nous permet d'être exposés à des tas de choses et d'arriver à les éliminer. Il est représenté, là, ça fait un peu de biologie, donc il est représenté par ce schéma-là. Vous avez ici le polluant en vert, bon, c'est peut-être malheureux comme couleur, mais xénobiotique. Et vous avez ici un système d'enzymes et de transporteurs qui est capable de prendre ce polluant qui est souvent hydrophobe, c'est-à-dire il ne se dissout pas dans l'eau. Et ce qui ne se dissout pas dans l'eau, ce qui ne se dissout pas dans les urines, et c'est par les urines en général qu'on élimine la plupart de ces composés. Donc l'idée est simple, on va transformer quelque chose qui n'aime pas l'eau en quelque chose qui aime l'eau, qui est soluble dans l'eau, et on va donc lui rajouter des groupements chimiques très hydrophiles. Et ce petit composé-là, qui était très hydrophobe, on va lui rajouter des choses, et il va devenir hydrophile, et du coup, on va tranquillement ensuite l'éliminer dans les urines. C'est très simple. Par contre, donc ça c'est adaptatif, et vous allez me dire, donc pas de problème, consommons, soyons contaminés, on peut éliminer, il n'y a pas de problème. S'il y a un petit problème, et le problème est très biologique, c'est que pour rendre cette chose-là plus hydrophile, il faut d'abord la rendre réactive chimiquement. C'est-à-dire on lui colle un groupement chimique qui la rend réactive pour ensuite on puisse lui rajouter des choses. Et quand on la rend réactive chimiquement, elle réagit. Et parfois elle réagit y compris avec notre ADN, avec nos protéines endogènes, et on prend à chaque fois qu'on a ce système, à chaque fois on prend un petit risque. C'est un risque mineur. La demi-vie de ces intermédiaires réactifs, elle est ridicule. Mais prends un petit risque. Mais si ce risque est répété 20 fois par jour et sur 20 ans, prendre l'exemple du tabac, eh bien ce risque finit par être de manière stochastique et statistique, on augmente nos risques de faire une complication, donc un cancer. Donc les phénomènes adaptatifs, c'est très bien, ça nous permet de nous débarrasser de beaucoup de polluants. En revanche, le fait de les solliciter beaucoup et très longtemps est en lui-même un risque. Cependant, ce n'est pas un risque immédiat, c'est un risque qui est sur 20, 30 ans, donc très très prolongé dans le temps, parfois qui est difficile à être. Quelques mots donc sur la perturbation endocrinienne, puisqu'on parle beaucoup de ça dans le domaine environnement
santé. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça a introduit un nouveau concept, c'est un mécanisme toxique différent des mécanismes habituels auxquels on a l'habitude. Donc, les définitions, elles sont longues. L'Union européenne a mis très longtemps à trouver une définition que l'OMS avait trouvée il y a pas mal de temps. Mais en fait, c'est 3 conditions. Pour qu'on labellise un produit perturbateur endocrinien, il y a 3 conditions. Il faut qu'il perturbe les hormones d'une manière ou d'une autre. C'est évident. Ça. Deuxièmement, il faut qu'il ait un effet toxique, c'est-à-dire que ce soit qu'il donne un cancer, un problème métabolique, un problème immunitaire, enfin, quelque chose qui est perçu comme une pathologie ou l'équivalent d'une pathologie. Troisièmement, et c'est le plus difficile, c'est montrer qu'en perturbant les hormones, on entraîne les effets toxiques, la causalité. Et ça, c'est très difficile, ce qui fait que la plupart des substances auxquelles on parle et qu'on dit qu'ils sont des perturbateurs endocriniens, ce sont plutôt des perturbateurs présumés ou possibles ou probables, plutôt que des perturbateurs avérés. Alors, ce qui est intéressant pour les perturbateurs endocriniens, c'est que ça, et ça c'est bien, c'est intéressant pour la santé humaine, c'est que ça a commencé dans l'environnement. Donc il faut regarder l'environnement, ce qui se passe dans l'environnement. Vous avez ici l'image d'un collègue qui est décédé maintenant, qui s'appelle Lou Guillette, qui était formidable. Lui, il allait observer les alligators dans les lacs pollués de Floride. C'est ça, il a passé sa vie à aller observer les alligators dans les lacs contaminés de Floride. Et en plus, ce qui l'intéressait, c'est de mesurer la taille des organes reproducteurs de ces alligators. Et il s'est rendu compte que la taille des pénis des alligators était plus ratatinée quand c'était très contaminé. Donc micropénis, on appelle ça. Alors évidemment, il faut voir, les collègues américains me disent, il faut voir Lou Guillette devant un comité sénatorial, en audition devant le Sénat aux États-Unis, en train de leur expliquer, devant des sénateurs qui étaient sans doute extrêmement fiers de leurs attributs, en train de leur expliquer qu'à force d'être contaminés, on va peut-être risquer d'avoir... Bon, voilà. Et en anglais, c'est sympathique, ça s'appelle teeny weeny, enfin, c'est minuscule. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas s'il a réussi à les convaincre tous. Au voir ce qui se passe actuellement, on peut avoir des doutes. Ça a commencé donc dans les écosystèmes, et c'est très important. Et donc cette relation entre environnement et pathologie humaine, elle est importante à avoir. Et maintenant, le perturbateur endocrinien, il y en a plein, beaucoup dans le champ des pesticides. Et à nouveau, ce sont des perturbateurs endocriniens présumés, possibles. La plupart, on n'a pas toutes les preuves pour la plupart. Et je vais essayer de vous expliquer en quelques diapositives là, pourquoi c'est si difficile, au fond, pourquoi il y a tellement d'incertitudes dans ce domaine, et toute incertitude génère du doute, et donc de la discussion, des controverses, et puis une certaine capacité à dire soit n'importe quoi, mais d'un côté comme de l'autre. Donc les problèmes sont très nombreux en fait. D'abord, on a du mal à évaluer l'exposition. Est-ce qu'on est vraiment exposé à quelque chose? Vous pouvez me dire, mais c'est simple, il suffit de doser les trucs. Effectivement, mais comme je vous ai dit, par exemple, on soupçonne des perturbateurs comme le bisphénol A d'être responsables de pathologies qui n'apparaissent que 20-30 ans plus tard, d'une augmentation de risque en fait, de pathologie, 20-30 ans plus tard. Alors il y a un cas typique qui est le cas du distilbène. Vous vous rappelez tous l'exemple du distilbène, où des femmes enceintes avaient pris du distilbène, d'ailleurs qui ne servait à rien au fond, enfin qui ne servait même pas à ce qu'on pensait à l'époque, donc ça ne servait à rien, et les filles, et maintenant on sait que les garçons aussi, les filles en tout cas avaient des cancers qui apparaissaient à l'âge de 20 ans, des cancers gynécologiques, et puis il y a d'autres pathologies. Peut-être ça passe à la deuxième génération aussi. Mais pour le distilbène, la différence, c'est qu'une femme qui a pris du distilbène pendant sa grossesse, à la limite, elle est au courant qu'elle a pris du distilbène, c'est un acte, c'est un médicament, et donc les gens se rappellent. Donc quand on interroge les parents, on peut avoir une réponse. Si le bisphénol A, qui, entre parenthèses, n'avait pas du tout été développé initialement comme un plastifiant, ça a été développé comme un analogue des œstrogènes. Un analogue des œstrogènes, et il était en compétition avec le distilbène, lequel on va en faire un médicament. Et c'est le distilbène qui a gagné. Et le bisphénol A, lui, il a trouvé une autre voie. Mais si le bisphénol A, qui est dans les matières plastiques, était responsable de la même chose, impossible de le vérifier comme ça. C'est impossible. Personne ne sait si elle a été contaminée par du bisphénol A comme ça, sauf à faire des cohortes longitudinales sur des années et des dizaines d'années, à avoir tout dosé. Et même quand on le fait, même quand vous avez un dosage d'une femme enceinte par du bisphénol A, et que vous suivez les enfants pour voir ce qui se passe après, il y a un doute sur l'exposition. Pourquoi? Parce que le bisphénol A se dégrade dans votre organisme en quelques heures. Donc quand on fait un dosage dans les urines, ou dans le sang même, ça reflète ce que vous avez consommé dans les heures ou les dizaines d'heures qui ont précédé. Ce n'est pas nécessairement un très bon
un très bon reflet de votre exposition globale pendant la grossesse. Il y a un vrai sujet là-dessus qui fait qu'il y a beaucoup de contradictions dans la littérature et donc c'est une source de problème. Parlons un tout petit peu de la dose en toxicologie, la dose de contaminants est typique. Voilà, c'est historiquement la chose qui, parmi les plus importantes, Paracels, donc on est dans le XVIe siècle, donc avait dit la dose fait le toxique. Pourquoi? Alors on le critique parfois maintenant parce qu'on dit oui, mais ça n'explique pas tout, c'est vrai, mais pourquoi il a dit ça? C'est pour qu'il puisse utiliser des substances toxiques, c'était des métaux à l'époque, à des doses plus faibles, pour qu'il puisse les utiliser comme thérapeutiques potentielles. Donc c'était ça l'idée, c'est qu'à des doses plus faibles, ça pouvait ne pas être toxique et pourtant avoir des vertus thérapeutiques. Donc c'était ça l'idée à l'époque, et c'est tout à fait louable. Simplement, depuis, on sait que la dose ne suffit pas, le contexte est important. Si vous êtes un fœtus, si vous êtes une personne âgée, si vous êtes en pleine puberté, c'est très différent. Donc le contexte est important, la dose ne suffit pas à expliquer. Et puis, bon, la dose, il faut la coupler avec la notion de danger. Donc, on a beaucoup travaillé récemment sur la dose, et ce qui fait qu'il faut réviser un certain nombre de concepts en toxicologie. On peut avoir maintenant des courbes dose-réponse. Vous avez en ordonnée donc les faits, la réponse toxique. Par exemple, à droite, un cancer. Et puis en abscisse, la dose. Et parfois, dans certaines situations, vous pouvez avoir des choses qui n'apparaissent pas à forte dose. Vous savez, la courbe, elle est descendue, là, à forte dose. Et alors, par contre, à des doses moyennes, voire faibles, il peut y avoir un effet. Et puis, heureusement, on n'est pas en train de parler de la mémoire de l'eau, là. Hein. Il y a une dose en dessous de laquelle il n'y a plus rien, rien qu'on puisse détecter malgré tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'intéresser maintenant à des doses intermédiaires ou à des doses faibles, et que, traditionnellement, les toxicologues qui se disaient « je vais tester une dose forte, si je vois quelque chose, bon, je m'en occupe, si je vois rien, je laisse tomber », c'est sans doute faux, et en fait, il faut maintenant faire toujours des gammes de plus en plus. Et ça, c'est une source aussi d'erreur importante. L'autre source, c'est que l'univers chimique n'est pas composé d'un pesticide, d'un plastifiant. Il est composé de dizaines de milliers de produits chimiques. Je parle à un tonnage suffisant pour qu'ils soient commercialisés. Il y en a, les chimistes ont une imagination beaucoup plus grande, bien entendu. Et donc, quand on fait des études sur une substance, un organisme, on se trompe toujours un peu, parce que la vraie exposition, c'est une substance, enfin c'est des milliers de substances en réalité. Si je prenais, évidemment l'école normale est très propre, il n'y a pas de poussière, mais si je prenais un peu de poussière, on peut détecter des centaines, voire des milliers de substances sur la poussière, reflet d'ailleurs de ce qui se passe dans cette atmosphère ici. Donc on se trompe toujours en travaillant sur une substance, et c'est pas si simple que ça de faire autrement. On essaie de faire autrement par ce schéma qui est très difficile, mais en fait ce que le schéma représente, imaginez que tous ces points soient toutes les substances qui nous entourent. Certaines vont avoir le même mécanisme d'action, le même mécanisme potentiel de toxicité. Et donc on va les regrouper, toutes les vertes là, on va les grouper, et en fait ça fait une seule entité qui est tel mécanisme d'action. Donc plutôt de travailler sur 100 000 substances, donc un espace à 100 000 dimensions, on va réduire ça à une trentaine ou cinquantaine de dimensions qui sont les différentes voies de toxicité, et ça rend les choses peut-être un tout petit peu plus faciles. Et il y a un cas où on peut faire un travail sur des mélanges de substances, c'est quand les substances ont le même mécanisme d'action. Là, on sait, et il y a des arguments scientifiques pour dire que ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter les doses, avec un petit facteur correctif, je vous passe, mais il faudrait rajouter les doses, donc ce qui nous donne, si vous avez un premier perturbateur endocrinien ici, qui est présent sur une pomme, par exemple, il est en dessous du seuil que les toxicologues ont calculé, et ils disent, bon, bah, cette pomme a tant de perturbateurs endocriniens, bon, c'est en dessous du seuil, c'est consommable. Vous dosez l'autre, le deuxième, il est aussi en dessous de son propre seuil. Chaque seuil est calculé pour une substance à chaque fois. La toxicologie réglementaire s'intéresse substance par substance. Troisième, pareil, si ces trois perturbateurs endocriniens passent par le même mécanisme, on est en droit d'additionner les doses. Et là, on a le risque de dépasser à ce moment-là le seuil, ce qui fait qu'il y a un vrai souci. Moi, ça me rappelle donc ce que disait De Vos, rien c'est rien, deux fois rien c'est presque rien. Trois fois rien, c'est peut-être déjà quelque chose, et c'est à peu près un peu la situation ici. Le grand problème auquel on sort, qui fait qu'il y a des grandes incertitudes, c'est le temps. C'est qu'entre la source d'exposition que je mettrai ici et toutes les étapes qui se passent dans un organisme ou dans une population pour aboutir à une réponse clinique, eh bien, il se passe des années, voire des dizaines d'années. Il peut se passer des années, voire des dizaines d'années. Donc, établir un lien de causalité dans ces situations-là,
est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais je vais vous donner un cas, un schéma qui peut paraître compliqué, mais en fait ça concerne le DDT. DDT, pesticides. D'ailleurs, petite parenthèse, souvent on est convoqué au Parlement pour parler devant des députés sur la question des pesticides. La dernière fois que j'y étais, d'ailleurs j'avais à ma droite des écologistes et en face des députés de zones agricoles, et donc ils n'avaient pas tout à fait la même opinion. Et j'essayais de leur expliquer qu'il y a des corrélations entre l'exposition à des pesticides, surtout chez les agriculteurs, et l'apparition de certaines pathologies, que ce n'est pas une causalité totalement avérée, mais qu'elle est très probable. Et ça leur plaisait pas. Ça leur plaisait pas. Très probable, ça leur plaisait pas. Les députés. Les députés, il me dit, je veux des chiffres. Ils voulaient un chiffre. Donc il fallait que je leur dise, c'est probable à 80%, 100%, 50%, etc. Et je n'avais pas de vrais moyens scientifiques sérieux de leur donner un chiffre. En fait, ce que j'ai fait, in fine, je leur ai dit, par désespoir de cause, 80%, parce qu'il y avait eu une dizaine de ce qu'on appelle des méta-analyses, où des gens ont statistiquement comparé toutes les études faites dans un domaine donné. Sur la dizaine de méta-analyses, il y en avait 8 sur 10 qui à peu près donnaient un résultat statistiquement significatif de corrélation entre l'exposition aux pesticides et tel ou tel cancer. Et donc, j'ai dit 80%, certains étaient contents parce que c'est quand même 80%, et d'autres étaient pas mécontents parce qu'il y a quand même 20% que ce soit pas vrai. Donc c'est très difficile de dire, mais on est tout le temps dans cette situation-là. On est très rarement dans une situation d'amiante ou de tabac où on peut dire, voilà, on est tout le temps dans des situations où on est entre les deux. Alors DDT, c'est un bel exemple aussi parce que c'est quand même le pesticide même qu'on a beaucoup utilisé à une certaine époque, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale et pendant des années et des années. Il avait d'ailleurs une propriété fantastique, il était stable. C'est-à-dire, vous y allez une fois et il est présent dans la date, il reste. Il demeure d'ailleurs très longtemps. À l'époque, c'était perçu comme étant très bien, parce qu'en fait, vous n'aviez pas besoin de recommencer. De nos jours, on sait que c'est très mauvais. Ce qui est persistant est pratiquement interdit. Et pendant très longtemps, le DDT, on savait qu'il pouvait avoir des effets de type hormonal, mimer les effets hormonaux. Et donc, sur le plan du mécanisme, il était censé favoriser le cancer du sein. Parce que le cancer du sein est favorisé par les œstrogènes. Et ensuite, les études cliniques ou épidémiologiques ont été faites pendant très longtemps, et on ne trouvait rien. On ne trouvait pas de corrélation. D'ailleurs, ça me rappelle un peu de la dioxine, c'était pareil, hein, on ne trouvait pas de corrélation. Jusqu'au jour, là, il y a des études très récentes de collègues très sérieux, de Barbara Cohn aux États-Unis, où elle a repris des corps très anciennes, où l'exposition au DDT, donc là, on est dans les années 50-60, mais l'exposition où les femmes, ou les jeunes filles d'ailleurs, étaient bien soit pendant la période fœtale ou la toute petite enfance, soit dans une période, disons, pubertaire. Quand on prend ces études-là, ils avaient d'ailleurs gardé ou ils avaient obtenu des échantillons sanguins sur lesquels ils ont pu faire des dosages. Et 40-50 ans plus tard, on se rend compte que dans certaines situations, il y a une augmentation du risque d'un cancer du sein, soit avant la ménopause, soit juste après la ménopause, avec des expositions qui ont eu lieu soit pendant la période fœtale, soit pendant la période pubertaire. Il a fallu attendre ça, avoir ce type de corps pour avoir des évidences, alors que mécanistiquement on le soupçonnait, mais épidémiologiquement il fallait bien reconnaître qu'il n'y avait pas les arguments. C'est long, alors 5 minutes, je vais y aller, pas de problème. Donc voilà ce qui est représenté ici, c'est-à-dire exposition par exemple pendant la période fœtale et une augmentation du risque. Évidemment, le risque n'est pas une augmentation du risque qui est souvent modeste. Hein. On n'est pas en train de parler de 40 fois, on ne parle pas de tabac, hein. On parle d'une augmentation souvent de 2-3 fois du risque de certains cancers beaucoup plus tard dans la vie. L'autre question qui est très importante pour nous, parce que la plupart de nos modèles toxicologues sont expérimentaux, c'est la souris, c'est le rongeur et quelques modèles in vitro qu'on essaie de développer de plus en plus. Évidemment, les rongeurs sont exposés 2 ans maximum. C'est la durée de vie. Et est-ce qu'on peut corréler ça à des expositions de 30 ans, 40 ans chez les êtres humains? C'est très compliqué. Est-ce qu'en fait, on peut intégrer le temps avec la dose? C'est pas du tout évident et ça reste un vrai problème. Deuxièmement, est-ce que les modèles expérimentaux sont valables? On a des exemples, tout ce qui est génotoxique, et on a des contre-exemples. Par exemple, vous avez des médicaments très utilisés pour diminuer les lipides qu'on appelle les fibrates.
Ils sont parfaitement cancérigènes, je l'ai fait, cancérigènes chez la souris. Au bout de quelques semaines, vous avez un cancer du foie chez la souris, ça ne fait pas de doute. Chez l'homme, il n'y a pas aucun argument pour dire. Et puis il y a l'inverse. Il y a des choses qui ne marchent pas chez la souris, thalidomide, et pourtant chez l'homme, ça donne des malformations. Alors du coup, en toxicologie, quand on observe une valeur limite chez les animaux, et qu'on veut la traduire chez l'homme, ben on dit par exemple, chez l'animal, on trouve une valeur de X microgrammes par litre, en dessous de laquelle il n'y a pas de problème, au-dessus de laquelle il y a des problèmes chez l'animal, mais pour la traduire chez l'homme, parce que c'est chez l'homme quand même qu'on s'intéresse, c'est santé humaine, eh bien, on devait multiplier par un facteur pour tenir compte de la différence homme-animal. Et on a dit 10 fois. Voilà, 10 fois. Et puis il y a 10 fois pour la différence inter-humain, et il n'y a aucune base scientifique de ce dit. Il y a un groupe de toxicologues qui s'était réuni, dit ben, on ne sait pas très bien, on va prendre 10. Si on était en base 12, ils auraient peut-être pris 12. Et si on était... Bon, la période fétale, donc j'ai parlé de la vulnérabilité, je vais passer. Il y a quelque chose qui est très préoccupant pour les gens qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on appelle les effets transgénérationnels. C'est représenté ici, vous avez quelque chose qui va vous contaminer un fœtus pendant la gestation ici d'une souris, pour prendre l'exemple animal. Ensuite, donc la contamination n'a lieu que là. Et ensuite, il y a la reproduction des souris. Vous habitez ici à la 3e génération et vous avez parfois des effets qui apparaissent ici, alors que la contamination n'a été que 3 générations plus haut. Donc l'arrière-grand-mère. Ça s'observe, c'est difficile, c'est peu reproductible. Il y a beaucoup de doutes là-dessus, il y a beaucoup de doutes sur le mécanisme, mais ça s'observe. Enfin, il y a des laboratoires sérieux qui observent ça, et là, ça nous pose un véritable problème. À nouveau, cette question du temps. Il y a quelques cas, j'ai encore 5 minutes ou... voilà. Quelques cas. Alors, bisphénol A, beaucoup de controverses. Aux États-Unis, ils ont décidé de faire une étude qu'ils ont appelée Clarity, clarté. Ils se sont mis d'accord entre les agences réglementaires qui ne trouvaient pas grand-chose sur le bisphénol A et les laboratoires académiques qui trouvaient qu'il y avait des problèmes. Ils ont fait cette étude où tous les animaux ont été préparés donc, dans l'agence, au niveau de l'agence, et ensuite les tissus étaient distribués aux différents chercheurs. Conclusion, il y a eu plusieurs articles. Ceux qui viennent de l'agence FDA donc, disent qu'il n'y a pas de problème. Ceux qui viennent des milieux académiques disent qu'il y a des problèmes. Au bout, on n'a pas réglé le problème. Le glyphosate, vous avez des problèmes, bon, je ne vais pas m'attarder parce que là, ça nous prendrait beaucoup de temps. C'est des choses contradictoires. On peut expliquer les contradictions des différentes agences qui, l'une dit c'est cancérigène probable, l'autre dit c'est pas cancérigène. Je crois qu'on a pas mal d'arguments dans les deux sens. Ça reste sans doute, c'est sans doute un tout petit peu limite, mais je ne pense pas qu'on puisse dire, comme certains, qu'il n'y a pas de problème. Et on ne peut pas dire non plus que c'est le cancérigène le plus violent qu'on connaisse. On est à la limite et je pense qu'il y a quand même quelques arguments, il faut en tenir compte. Et puis un autre cas qui occupe aussi le milieu médiatique, ce qu'on appelle des fongicides, des SDHI, où on a un mécanisme qui est préoccupant. On connaît le mécanisme, par contre on a peu de travaux toxicologiques traditionnels dessus qui soient concluants. Et on n'a pas d'épidémiologie, on ne sait pas ce qui se passe chez l'homme. Donc on pourra en discuter si vous voulez. Donc je pense que on est souvent dans l'incertitude. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Et donc si on travaille un peu sur cette incertitude, je pense qu'on peut la diminuer et on peut diminuer les controverses publiques là-dessus. J'espère qu'on pourra le faire. Il faut aussi évaluer la gravité des conséquences attendues et calculer le coût à la fois de l'action et de l'inaction. Si on ne fait rien, il y a un coût. On a parlé de l'expertise tout à l'heure, il faut qu'elle soit crédible et je rappelle qu'il n'y a pas de contradiction entre la notion de progrès et la notion de précaution. Si une précaution est fondée sur la science, moi je ne vois pas de contradiction avec la notion de progrès. Malgré tout, certains doutent toujours des perturbateurs endocriniens. Donc, Bien. Merci beaucoup. Quelques questions maintenant? Oui. Puisque tu termines sur la précaution, tu peux nous dire ton avis sur comment on doit appliquer le principe de précaution dans le domaine de la santé? Non, mais il n'y a pas de mode universel, mais le principe de précaution, c'est un principe de décision publique, mais c'est un principe qui doit, d'ailleurs tel qu'il a été écrit dans des rapports de Kouriski depuis très longtemps, et d'ailleurs tel qu'il est écrit dans la loi, puisque c'est dans la loi, c'est très clair, il faut que ce soit fondé sur des arguments scientifiques, qui sont souvent pas suffisants pour dire que l'effet est avéré, mais qui sont quand même
suffisant pour dire qu'il y a un problème, et à partir de là, on prend une décision qui est adaptée à ce type de problème. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Ce n'est pas une seule personne qui peut le faire, c'est forcément collégial, mais je pense je pense qu'on peut très très bien l'adapter. Ce n'est pas quelque chose qui empêche, je dirais, le progrès. Au contraire, je pense que si ça permet de fabriquer des substances qui sont meilleures pour l'environnement et pour l'homme, eh bien, tant mieux. Je pense que c'est pas un problème. Une question là. Oui, il y a dans ma spécialité, mon ancienne spécialité, la méthodologie, un exemple intéressant maintenant qui sont les rapports de la silice et de la pollution atmosphérique avec la polyarthrite rhumatoïde. Ça avait été connu chez les mineurs, et maintenant il y a de plus en plus d'études qui ont l'air d'être concordantes sur la pollution de l'air, les quartiers et l'apparition des polyarthrites. Mais ma question principale, c'est surtout, on a vu apparaître dans votre tableau l'épigénétique. Oui. Et je vais vous demander si on a maintenant des possibilités, des idées, ou simplement des hypothèses, de l'intervention d'un mécanisme épigénétique dans la production de ce dont vous avez parlé. Oui. Je pense que l'épigénétique est intéressante. Pourquoi ? Parce que si on veut expliquer le fait qu'il y ait eu une exposition à un moment donné, par exemple chez le fœtus, et ensuite, beaucoup plus tard, apparaîtra un risque pathologique. Il faut qu'il y ait une espèce de mémoire, si je veux dire, de cette exposition initiale, et que cette mémoire puisse éventuellement expliquer le développement, l'augmentation du risque qui va apparaître. Et donc l'épigénétique est intéressante parce que c'est une modification qui n'est pas dans la séquence de nos gènes, mais qui entoure, disons, l'ADN, qui modifie l'expression de nos gènes, mais qui est héritable d'une cellule à une autre. Donc ce qui a atteint, si une substance a modifié la méthylation d'un gène chez le fœtus, cette méthylation peut persister et peut-être expliquer potentiellement une augmentation du risque. On n'est pas du tout dans des choses définitives sur le plan, mais c'est une excellente hypothèse. Il y a quelques arguments, y compris chez l'homme. Il y a quelques arguments chez l'homme pour le tabac. C'est plutôt clair. On sait que des modifications épigénétiques induites par le tabagisme persistent des années, voire des dizaines d'années après l'arrêt du tabac. Donc et pour un épisode de famine qui a eu lieu en Hollande, qui a été très bien étudié, et on a ce type d'argument. Et on commence à en avoir pour certains produits chimiques. Donc pour le moment, c'est une excellente hypothèse, mais je pense qu'on a commencé à avoir quand même des arguments assez en faveur de l'épigénétique. Je n'ai pas parlé d'effets transgénérationnels et épigénétiques, je préfère ne pas en parler pour le moment. C'est plus prudent. Oui. Bonjour. Bonjour. Juste, vous avez parlé tout à l'heure des agences réglementaires qui fixent des seuils de toxicité uniquement produit par produit. Est-ce que vous pensez donc que ces agences devraient plutôt réfléchir avec l'effet cocktail, prendre en compte cet effet cocktail, ou est-ce qu'on n'a pas encore de base scientifique suffisamment solide pour pouvoir se baser là-dessus et ça pourrait créer une confusion Non, je pense que non seulement elles devraient travailler, elles travaillent dessus. Hein. Enfin, je veux dire, les agences, c'est souvent des gens très très bien qui savent qu'il y a ce problème-là. Alors, je pense que pour les substances pour lesquelles il y a un même mécanisme d'action, et là, par exemple, certains pesticides s'opposent aux effets des androgènes, de la testostérone. Bon, c'est embêtant. Donc, mais souvent, il y en a plusieurs. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, on peut imaginer qu'il y a une affinité pour le récepteur, mais ce n'est pas si clair que ça. Mais enfin, plusieurs ont ce type d'effet. Eh bien, logiquement, on a des arguments pour dire qu'il faut additionner des effets. Ils commencent à y réfléchir pour ces pesticides, pour d'autres classes de substances que sont les phtalates. Donc, c'est des plastifiants mous. Il y a plusieurs phtalates. Et là, on commence à se dire qu'il faut additionner les doses et ne pas se contenter d'une dose. C'est le début. Mais il faut commencer par quelque chose, il faut être réaliste, il faut commencer par quelque chose. Ensuite, pour plus large, ce sera un peu plus compliqué, un peu plus long, mais on va y arriver. Une dernière question. Question très ignorante. Je ne comprends pas comment on arrive exactement à dire la pollution atmosphérique tue de gens avec une telle précision par rapport les morts par les guerres, on connaît. Oui. Et que ce soit aussi fort et aussi subtil, oui. Je ne comprends pas comment vous faites le calcul. C'est purement statistique, évidemment. Hein, voilà, on ne va pas dire cette personne a été tuée par la pollution atmosphérique, c'est extrêmement difficile de faire ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que vous faites une étude, disons, épidémiologique, et vous dites, vous pouvez calculer que la pollution atmosphérique
augmente le risque d'infarctus du myocarde et de mortalité par infarctus du myocarde de 40%, de 1 à 1,4. Ça peut paraître pas énorme, mais vu le nombre de décès par infarctus du myocarde, ça fait du monde. Donc ça, c'est 40%, vous pouvez les chiffrer en termes de nombre. Et donc, ensuite, la difficulté, c'est de calculer les autres facteurs de risque que la pollution atmosphérique. Et il y en a, et on en connaît un certain nombre. Donc on essaie d'avoir une vision globale de la part respective de différents facteurs de risque, et à partir de là, on peut vous proposer un chiffre qui est de tant de milliers de personnes tuées par la pollution. C'est un chiffre évidemment théorique, il ne faut pas le prendre, et il peut varier, il y a une incertitude autour de ce chiffre. Par contre, entre ça et zéro, il y a quand même de la marge. Donc voilà, c'est un calcul statistique, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent parce que derrière les morts, il y a un calcul économique aussi. Et le coût, quand on parle de coût de la pollution atmosphérique ou du coût des perturbateurs endocriniens, voilà, c'est des milliards et des milliards, bien sûr. Donc ça parle souvent plus au gouvernement. Dernière courte question. C'est juste un tout petit mot. Effectivement, je crois qu'une des difficultés les plus grandes pour le public, c'est que les gens veulent des réponses oui ou non. Il se trouve que quand on prend une décision, c'est aussi oui ou non. Et travailler pour que les gens comprennent que oui, il faut bien quelque part mettre une limite entre on va interdire, on ne va pas interdire, mais qu'il ne s'ensuit pas que le danger véritable du produit est infini d'un côté et nul de l'autre. Ça a l'air très bête. Non, mais je pense que... Comme je pense que le nombre de situations et le nombre de problèmes du type de ce que vous montrez, mais ça ira de plus en plus. Le nombre de questions de ce genre, elles ne cesseront pas d'augmenter. Donc, je suis tout à fait d'accord. Non, mais il y a à travailler dessus énormément. L'incertitude, elle est très présente et malgré tout, il faut savoir prendre des décisions. Et je pense que notre rôle n'est pas de cacher l'incertitude. Je pense que notre rôle est plutôt d'essayer de l'expliquer et d'expliquer pourquoi il faut la prendre. Parce que si un jour on commence à dire le bisphénol A entraîne des cancers, alors qu'il y a quand même une incertitude sur cette relation-là causale, et qu'un jour il est démontré clairement que c'est pas le cas, ce qui est possible, je pense que notre crédibilité en souffrirait. Donc il faut maintenir un langage où l'incertitude reste, ce qui est difficile dans le monde actuel. Bien, merci Robert.